Merci. Donc, vous avez la parole, Malika. Vous avez la parole. Vous allez nous parler, bien sûr, de Malika. You will talk about physical activity and COVID-19. You have the floor, Malika. Allez-y. Alors, désolée, ma présentation est en français, donc j'espère que les collègues anglophones arriveront à suivre. Donc, étant donné qu'il y avait d'autres collègues, j'aurais aimé intervenir dans le régime méditerranéen, puisque nous, c'est notre dada en Algérie. En milieu scolaire, déjà, on fait la promotion du régime méditerranéen. Mais bon, je vais parler d'un sujet aussi, sachant qu'au niveau de la pyramide alimentaire, nous avons la base qui est l'activité physique, en plus de boire de l'eau, bien sûr, ça c'est très important. Donc, j'ai fait une petite revue de la littérature là-dessus, sur l'activité physique et Covid-19, et surtout la période du confinement et quelles ont été les conséquences. Alors, qu'est-ce que l'activité? C'est juste pour dire que ce n'est pas uniquement l'exercice ou le sport, c'est également tout ce qui est loisirs actifs, donc des sports, comme j'ai mis les petites photos là, promener son chien, faire du vélo, se déplacer à pied, faire de la danse chez soi hein, quand on était confiné, l'activité domestique, les travaux ménagers, ça fait transpirer de toutes les façons, surtout avec la chaleur maintenant, ainsi que le jardinage. Donc tout ça, c'est de l'activité physique, bien sûr, à différents niveaux d'activité physique. Alors, le confinement qui a été préconisé pour combattre la Covid-19 a entraîné la réduction des déplacements, donc les gens ne bougeaient plus, la baisse de l'activité physique qui est le propos de cette présentation, avec l'augmentation des temps de sédentarité, les déséquilibres énergétiques et alimentaires, donc les gens ont eu des tendances vers des comportements alimentaires défavorables pendant le confinement, tels que la consommation d'aliments riches de densité énergétique élevée, donc entraînant un apport calorique augmenté, des grignotages plus fréquents parce que les gens ne trouvaient pas quoi faire, sauf ceux qui se sont bien organisés pendant le confinement, et la consommation réduite de fruits et de légumes frais, et donc la prise de poids pour certains. Tout ça, c'est une source de risque spécifique pour la santé, et ça, c'est des données de la littérature aussi, et ce que nous avons constaté aussi au niveau de notre enquête avec laquelle je terminerai tout à l'heure. Alors, pendant la pandémie Covid-19 et le confinement, l'OMS a lancé des recommandations, et donc sur son site, qu'il était plus important pour chacun, quel que soit son âge et ses capacités, bien sûr, d'être aussi physiquement actif que possible. On conseille, j'espère que chacun d'entre nous a pu bouger depuis 13h30, je dis 13h30 algérienne, donc de se lever 3 à 5 minutes, marcher ou s'étirer toutes les heures pour pouvoir se sentir et ne pas se sentir ankylosé complètement. Donc le fait de se lever même 3 à 5 minutes, cela permet de soulager la tension musculaire et mentale, ça vous le savez, et d'améliorer bien sûr la circulation sanguine et l'activité des muscles. Donc, l'OMS suggère qu'une activité physique régulière permet de l'inclure comme une routine quotidienne, et cela permet aussi de rester en contact avec sa famille et ses amis pendant la période de confinement. Alors ça, je vais passer très vite parce qu'on en a parlé dans le régime méditerranéen, que l'activité physique, les mêmes bienfaits. Vous voyez que la réduction de 30% de toute cause de mortalité chez un individu actif, 10 minutes de marche rapide par jour réduiront probablement jusqu'à 15% de la mortalité, en réduisant bien sûr le risque du syndrome métabolique, le risque de survenue du cancer du sein, des maladies cardiovasculaires de 20 à 50%. La marche est associée à une réduction de la graisse corporelle, ça on le sait, la réduction de l'arthrose. Donc vous voyez les pourcentages. D'un autre côté, la réduction du risque de dépression et de démence. La marche permet également de soulager les maux de dos, de réduire de 30% le cancer du côlon et de réduire de 30% des chutes pour les personnes chez les sujets âgés. Alors, on considère chez l'enfant et chez les personnes âgées, l'activité physique régulière chez l'enfant, elle favorise la croissance et le développement, elle réduit également le risque de maladie plus tard dans la vie.
Ça permet également à l'enfant de développer sa motricité et avoir des relations sociales. Le fait de pratiquer un sport collectif, ça lui permet d'avoir des amis, des copains, etc. Chez les personnes âgées aussi, rien que le fait de marcher ou de bouger un peu à la maison, ça permet d'améliorer l'équilibre et permet, bien sûr, je l'ai dit tout à l'heure, d'éviter des chutes et des traumatismes. Donc, en général, l'activité physique régulière améliore la santé mentale, diminue le risque de dépression et de déclin cognitif, retarde la survenue d'une démence et améliore surtout la sensation générale de bien-être. On se sent bien après avoir marché une demi-heure, surtout quand on sort dehors et qu'on respire l'air frais, etc. Alors, j'ai retenu 3 ou 4 articles qui parlent un peu de l'activité physique en période de pandémie Covid-19. Donc, ça, c'est un édito qui a été présenté par les 2 auteurs et qui conclut en disant, et c'est cette conclusion qui va être retrouvée pratiquement dans tous les articles publiés sur l'activité physique et Covid-19. Donc, l'activité physique effectuée avec modération reste recommandée et bénéfique, moyennant bien sûr quelques précautions à respecter qui sont liées, bien entendu, à la distanciation entre les sportifs. Et c'est l'une des mesures barrières, la distanciation, même si on sort faire de sport, c'est de ne pas être entassés les uns sur les autres dans un parc ou autre chose. Alors, l'activité physique, ici, c'est une étude donc du rôle de l'activité physique sur l'infection et la mortalité du risque Covid-19. C'est une étude qui a été réalisée en Corée du Sud et ils ont montré qu'une association des niveaux élevés d'activité physique régulière, c'est-à-dire les personnes avaient tous les jours une activité, avec un risque plus faible d'infection et de mortalité lié au Covid-19, mettant en évidence l'importance de maintenir des niveaux d'activité physique appropriés ainsi qu'une distanciation sociale durant cette pandémie. Donc, on garde un petit peu cette distanciation tout en pratiquant, tout en maintenant des niveaux d'activité physique appropriés. Ici, une autre étude qui a fait, je pense, on en a parlé beaucoup dans les journaux partout, je pense que vous l'avez vu passer, aux États-Unis, sur 48 440 adultes, des patients adultes. Donc, l'étude a été menée du 1er janvier 2020 au 21 octobre 2020 aux USA. Ils ont classé les groupes régulièrement inactifs, c'est-à-dire qu'ils faisaient 0 à 10 minutes par semaine d'activité physique, donc ils sont considérés comme inactifs. Le groupe qui avait une certaine activité, donc 11 à 149 minutes, et le dernier groupe qui respectait les directives, c'est-à-dire au moins 150 minutes d'activité physique par semaine. Alors, ils ont montré, en faisant après une analyse, que chez les inactifs, donc le premier groupe qui ne faisait que 0 ou pas du tout, ou 10 minutes par semaine, il avait un risque plus élevé d'hospitalisation, d'admission aux unités de soins intensifs et de mortalité liée au Covid-19, comparé, bien sûr, par rapport aux patients avec 150 minutes par semaine, et même par rapport aux patients qui ne pratiquaient que 11 à 149 minutes par semaine. Alors, la conclusion, c'est qu'ils ont montré l'association très significative, donc je n'ai pas mis les valeurs significatives pour ne pas surcharger la diapo, entre le respect systématique des directives en matière d'activité physique et un risque réduit des conséquences graves liées au Covid-19 chez ces patients. Donc, il recommande que des efforts visant à promouvoir l'activité physique doivent être priorisés par les agences de santé publique et intégrés aux soins médicaux de routine pour montrer l'importance d'une personne, même malade, si elle peut bien sûr ne serait-ce que faire une petite activité modérée progressivement jusqu'à pouvoir faire son activité physique tout à fait normalement. Alors là aussi, une autre étude, ce n'est pas une étude, c'est un peu l'importance, si vous voulez, lors de la Covid-19, entre les personnes sédentaires et celles qui sont physiquement actives. Alors voilà un petit peu, ça retrace un peu les styles de vie sédentaires ici,
hein, chez bien sûr des individus susceptibles génétiquement. Donc, alors là, c'est les comportements sédentaires, le manque d'activité physique et d'exercice, ça va diminuer bien sûr la quantité de sommeil ou la qualité du sommeil, et ça va entraîner tous ces risques comme une fitness faible cardio-respiratoire, l'obésité viscérale, également au niveau du tissu adipeux, l'insulinorésistance chez les sujets de diabète de type 2, bien sûr, la dyslipidémie, l'inflammation, l'hypertension, etc. Bien sûr, lié au fait, au milieu environnemental urbain, donc la pauvreté, tous les paramètres qui sont cités à ce niveau-là. Et lorsque ces individus avec un style de vie sédentaire, s'ils commencent à faire une activité physique, donc ils vont augmenter, le fait d'augmenter l'activité physique et l'exercice, ça va corriger un petit peu ces facteurs. Donc augmentation du sport cardio-respiratoire, si vous voulez, diminution de l'obésité viscérale, diminution de l'insulinorésistance, donc tous les facteurs qui étaient augmentés ou diminuer, le rôle est inversé, et ça c'est lié bien sûr rien qu'au fait d'avoir une activité physique et un exercice, et de l'exercice augmenté. D'où, hein, en concluant, que la morbidité et la mortalité liées au Covid-19 semblent être diminuées par l'augmentation de l'activité physique et de l'exercice. Alors là, c'est une étude, c'est pour passer maintenant, je suis passée aux USA, en Europe et en Corée du Sud, et là je bascule sur une étude qui a été faite aux Émirats arabes unis, donc sur le style de vie, les habitudes alimentaires, bien sûr, l'activité physique pendant le confinement Covid-19, lors du Covid-19. Alors voilà un petit peu qu'est-ce qu'ils ont montré, puisque je me limiterai à l'activité physique. Ils ont classé, donc vous avez les pré-Covid et après, durant le Covid. Donc on voit que par exemple, pré-Covid, 31% de personnes étaient inactives, donc pas de sport, rien du tout, contre 32%. Mais on voit que durant la période Covid, il y a eu 1 à 2 fois par semaine, donc ça a augmenté, les gens ont fait du sport. Et là, à côté, sur le graphe suivant, on voit que les personnes qui ne pratiquaient pas de sport du tout avaient un taux d'obésité, donc un gain de poids qui était assez élevé par rapport aux personnes qui faisaient 1 à 3 fois par semaine. Et aussi, regardez le pourcentage de gain de poids quand c'est plus que 3 fois par semaine. Donc, la prise de poids était nettement diminuée. Bien sûr, dans cette étude également, ils ont parlé un peu du régime méditerranéen où la population avait tendance à manger plus d'aliments type fast-food, de sucreries, parce que les personnes s'ennuyaient et donc ils s'adonnaient à la nourriture. Et je terminerai donc mon propos par une étude, je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'on a réalisée, mais sur 290 personnes, parce que nous avons arrêté, parce que ça rentre dans le cadre d'une préparation de master et on était limité dans le temps. Donc, c'était une étude qu'on a réalisée entre mars et mai 2021 par sondage, donc des invitations à répondre au formulaire. Et on a pris toutes les personnes âgées de plus de 18 ans. On leur a fait évaluer l'activité physique avant et pendant le confinement avec l'IPAC, short form, et on avait donc 69% de la population était âgée entre 18 et 25 ans. Ça veut dire l'étude est un peu biaisée parce que ça concernait surtout les personnes qui avaient accès à Internet et qui pouvaient… Donc, toutes les personnes, on a eu très peu de personnes âgées, parce que les personnes âgées, la majorité, quand c'est jusqu'à 70 ans, la majorité ne remplissait pas les formulaires, etc. Alors voilà la fréquence en pourcentage de la pratique de l'activité physique. Alors en rouge, c'est pendant le confinement et en bleu, c'est avant le confinement. Donc voilà, on a remarqué que 35% des personnes pendant le confinement pratiquaient du sport contre 34% avant le confinement. Donc pas de différence, alors que la pratique du sport 1 à 3 fois par semaine, nous avions 54% avant le confinement contre 46% pendant le confinement, et nous avons entre 4 et 5 fois par semaine d'activité physique pendant le confinement qui a augmenté un petit peu.
Alors, on leur a posé également une question, parce que c'est du déclaratif, hein, donc on leur a posé la question, avez-vous perdu du poids ou pris du poids ou maintenir votre poids ou vous ne savez pas? Donc, on a eu, pour la prise de poids, 33% de la population qui a répondu, qui a pris du poids pendant le confinement. Alors, bien sûr, je voulais partager avec vous rapidement, parce que ce n'est pas le propos, donc l'activité physique avant et pendant le confinement. Les tâches ménagères tous les jours ont augmenté, donc 34% de la population faisait, donc on était tous obsédés par le nettoyage, par la javel, le vinaigre, le bicarbonate, etc. Alors, ce que je veux vous partager avec vous, c'est le temps passé devant les écrans, soit pour les études, pour les étudiants, soit pour le travail, pour ceux qui travaillaient. On avait 45% qui passaient plus de 5 heures. J'arrive pas avec ma souris, dommage, plus que 5 heures par jour, pardon, 45% de la population qui passait plus que 5 heures. Et concernant les loisirs, tout ce qui était divertissement, devant les écrans, etc., on avait 54% des personnes qui passaient plus que 5 heures devant des écrans pour se divertir. Donc, on a 45% pour le travail et les autres 54% pour le loisir, les divertissements, etc. Alors, voilà un petit peu les questions qui ont été posées se rapprochaient un peu du régime méditerranéen et on constate que c'est très disparate, hein. Donc, en Algérie, je peux vous assurer que les gens mangeaient des fruits et des légumes pendant cette période, hein, pendant la période de confinement. Ça, c'est pendant le confinement. Vous pouvez voir 1 à 4 fois par semaine, on avait 65% qui consommaient des fruits, donc pas tous les jours, vous voyez. Quand c'est 2 fois par jour, on n'avait que 10%. Et plus que 4 fois par jour, on avait 1%. Pour les légumes, 44% consommaient des légumes 1 à 4 fois par semaine et 2 à 3 fois par jour chez 22% de la population. Alors, alors les produits sucrés, je descends plutôt vers les produits salés et gras. D'accord? Donc, produits salés et gras, 62% de la population en consommait 1 à 4 fois par semaine. Et pour les boissons sucrées, tout ce qui est boissons sucrées essentiellement, c'est 41% de la population 1 à 4 fois par semaine. Donc, il n'y a pas de quoi s'alarmer. Moi, je pense que ce n'est pas vraiment, les gens n'ont pas vraiment dévié de l'alimentation méditerranéenne. La preuve, quand on regarde ici les habitudes alimentaires avant et pendant le confinement, on constate que la majorité des personnes enquêtées, avant le confinement, 72% de la population préparait ses repas faits maison, contre 90% pendant le confinement qui préparaient tous ces repas faits maison et donc très peu commandés, etc. D'abord parce qu'au début, tout était fermé, donc on était obligé de consommer faits maison, puisqu'il n'y avait que les magasins qui vendaient les légumes et la viande, etc., et les épiceries qui étaient ouverts. Restaurants, tout ce qui était complètement fermé, comme partout ailleurs. Alors, vous voyez un petit peu, 3 à 4 repas par jour, 61% de la population avait 3 à 4 repas contre 62, donc les gens mangeaient, il n'y avait pas beaucoup de différence. Prise du petit déjeuner, oui, 56% contre 67% pendant le confinement. Et enfin, sauter un repas, 68% sautaient un repas avant le confinement contre 35% qui sautaient le repas pendant le confinement. Alors, en conclusion, ce que je viens de vous montrer, c'est assez clair qu'il y a des changements négatifs du mode de vie, des choix alimentaires déséquilibrés, associés bien entendu à une réduction de l'activité physique, tout en augmentant la sédentarité, puisque vous avez vu tout le nombre d'heures passées devant les écrans. Alors, bien que le confinement soit une mesure essentielle pour protéger la santé publique et contrôler la transmission du virus, ces déséquilibres devraient être pris en considération dans le futur. Et les auteurs de ce que j'ai pu lire, ils proposent que l'activité physique effectuée avec modération reste recommandée et bénéfique en cette période de pandémie Covid-19, avec bien sûr des précautions dont j'ai parlé tout à l'heure à respecter concernant notamment la distanciation entre les sportifs. Et je vous remercie de votre attention. Merci Malika pour votre intervention très très importante. Merci.
qui nous a ramenés en Algérie pour voir un peu comment les jeunes, si je pourrais bien dire, les jeunes se sont comportés pendant la période de confinement. Voilà, exactement. Vis-à-vis à leur comportement alimentaire et physique aussi, sportif. Merci. Donc, ça sera de même pour Karima, qui va nous parler effectivement d'une étude, voilà, sur l'activité physique, cette fois-ci chez la population générale marocaine, durant la période de confinement. Vous avez la parole, chers collègues. J'ai plus la main pour enlever ma diapo, je ne sais pas. Hein. J'ai plus la main. Il faut aller arrêter. Ah, Okay. C'est bon, c'est fait. Merci, Amine. Donc, on donne la parole à Karima. Vous avez la parole, docteur Karim. Merci, Youssef. Je suis en train juste de partager mon écran. Je ne sais pas si vous voyez mon écran ou pas encore. Très bien. Très bien, merci. Il est en diaporama. Diaporama. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Youssef. Merci tout le monde pour toutes les présentations qui étaient excellentes. Remerciement particulier aux gens qui se sont fortement impliqués à l'organisation. Je sais que c'est la dernière présentation, tout le monde est épuisé et puis il reste encore une petite discussion à la fin, donc je vais essayer d'être brève. Donc à mon tour et avec plaisir, je partage avec vous les résultats d'une étude qu'on avait menée au cours de la période du confinement, qui a été menée en fait et réalisée par la doctorante, mademoiselle Bidi Marouane, que je remercie énormément. C'était une étude comme celle algérienne que le Dr Malika vient de nous présenter un peu, avec un peu plus de détails, et qui est focalisée en particulier sur l'activité physique et la sédentarité chez la population marocaine, avec un petit descriptif de l'état de santé. C'est une étude qui a été réalisée juste en un mois, juste après la déclaration du confinement. Donc, à l'instar des pays du monde, le confinement et la distanciation sociale a été imposés par la pandémie et par le Maroc, qui a déclaré l'état d'urgence le 20 mars, après l'identification du premier cas le 2 mars. Et on avait pensé, on pense toujours que ce confinement aurait modifié les styles de vie et le mode de vie de manière générale et l'activité physique en particulier dans la population marocaine en raison des séjours prolongés à la maison. Donc, d'où l'idée de faire cette étude dont l'objectif était de décrire cette activité physique et le comportement sédentaire, ainsi que son impact sur l'état de santé de cette population marocaine durant cette période de confinement. Et il s'agit en fait d'une étude transversale menée, comme je disais, le mois d'avril 2020, sur la base d'un questionnaire auto-administré qui a été traduit en arabe, je vous dirai un peu plus de détails après. Il a été diffusé en ligne auprès des Marocains utilisant l'Internet via les réseaux sociaux, le Facebook, WhatsApp et Instagram. Et on a ciblé les adultes marocains âgés de 18 ans et plus, qui ont bien sûr un accès à Internet et qui n'ont pas d'handicap ou de maladie entravant l'activité physique. Donc, les données recueillies, on a recueilli ces données à travers un questionnaire qui comportait 4 grands chapitres. Le premier chapitre concernait des questions sociodémographiques. Deuxième chapitre, ça concernait le mode de vie, notamment les habitudes toxiques, consommation d'alcool et du tabac. Troisième partie, c'était une sorte d'auto-évaluation de l'état de santé des participants. Donc, on leur a posé des questions sur leur poids et taille, sur leur niveau de glycémie et sur leur tension artérielle et d'autres paramètres que je ne vais pas présenter dans le cadre de cette présentation. Et une dernière partie, ça concernait l'activité physique. En fait, les questions qu'on avait posées, on s'est inspiré du International Physical Activity Questionnaire. En fait, qu'on a essayé de prendre certaines questions et de les adapter. C'est un questionnaire très connu qui comporte plusieurs questions, plein de détails concernant les différents types de questions, que ce soit au cours du travail présentiel, en temps libre, à l'intérieur de la maison, à l'extérieur de la maison, et qui permet justement de catégoriser les répondants à ce questionnaire
en personnes actives ou non, en fonction de la définition. Bien sûr, on a fait ça en suivant les recommandations de l'OMS, qui définit une activité physique intense comme étant une activité comme étant une activité qui demande un effort important, qui entraîne une diminution du souffle et une accélération de la fréquence cardiaque. Et l'activité physique modérée, il est défini comme étant une activité qui nécessite un effort moyen, mais tout en accélérant la fréquence cardiaque. Donc, nous avons utilisé ce questionnaire dans cet objectif-là pour pouvoir catégoriser les participants en fonction de ces recommandations. Ce questionnaire que nous avons utilisé, il comporte aussi des questions sur le comportement sédentaire et qui s'intéresse essentiellement sur le temps quotidien passé assis, soit soit pour les besoins du télétravail ou des études à distance ou pour regarder tout simplement la télévision ou ne rien faire tout simplement. Donc, on posait des questions sur le nombre de jours de pratique et de durée moyenne sur une journée de pratique de cette activité physique au cours d'une semaine précédant l'enquête. Alors là, c'est juste un petit exemple des questions qu'on avait traduites et qu'on avait mis en ligne dans le cadre de cette enquête. Donc, après ce questionnaire, nous avons essayé de catégoriser, comme je disais, les participants en deux catégories en fonction du niveau d'activité physique recommandé, atteint ou pas. Donc, pour les gens ou bien les participants sont considérés comme ayant atteint le niveau d'activité physique recommandée si ils ont pratiqué une activité physique intense durant 75 jusqu'à 150 minutes par semaine ou plus, au cours soit du travail présentiel, en temps libre, à l'intérieur ou à l'extérieur de la maison. Ils sont aussi considérés comme ayant respecté les normes recommandées de l'activité physique de l'OMS s'ils ont pratiqué une activité physique modérée durant 150 jusqu'à 300 minutes ou plus même, au cours toujours du travail présentiel en temps libre, à l'intérieur ou à l'extérieur de la maison. Nous avons aussi défini un comportement sédentaire. Toutes les personnes qui passaient plus de 8 heures par jour en position assise. Bien sûr, nous avons fait tout un descriptif avec une étude de l'association entre ces différentes variables sur l'activité physique et la sédentarité et les autres variables sociodémographiques et les indicateurs de l'état de santé. Donc, les principaux résultats de cette étude sont comme suit. Donc, l'âge moyen de la population qui a participé est de 29 ans. Et nous remarquons quand même que les 2/3, 66%, ont un âge moins de 30 ans. Et ceci est tout à fait normal puisque c'est une enquête via les réseaux sociaux et ce sont les plus jeunes qui utilisent ces réseaux sociaux. Nous avons aussi 3/4 des participants sont des femmes et presque 90% ont un niveau d'études universitaire. Par rapport à l'habitat, nous remarquons quand même que presque la moitié ont une maison et on pensait quand même qu'avoir une maison aurait plutôt un impact positif sur le niveau d'activité physique puisqu'on peut trouver une certaine liberté pour faire de l'activité physique sans déranger les voisins quand on est dans un appartement, dans un immeuble. Et une autre chose importante, c'est que nous avons visé tout le Maroc, nous avons essayé de distribuer dans tous les réseaux sociaux à travers le Maroc et donc nous avons pu quand même avoir quelques participants du monde rural qui représentent quand même 12%, sachant que le total des participants, ça ne dépassait pas les 280 et ça c'est un problème de taux de réponse qui était faible et une des limites dont je discuterai tout à l'heure de l'étude bien sûr. Alors, par rapport maintenant au travail, 23% étaient des étudiants et 53% étaient des fonctionnaires. Déjà, la nature de travail des participants exigeait un travail sédentaire puisque un tiers devaient s'asseoir lors de leur travail et 19% quand même peuvent rester debout. Lors du confinement, un quart des participants gardaient quand même leur travail en présentiel
et le un quart ont switché vers le télétravail et 11% ont arrêté provisoirement leur travail. Par rapport maintenant aux habitudes toxiques, 12% des participants étaient des fumeurs, presque 3% étaient des alcooliques et 20% avaient déjà des antécédents médicaux. Maintenant, par rapport à l'auto-évaluation de leur état de santé, auto-évaluation parce que c'était des autodéclarations de la part de ces participants par rapport aux changements ressentis lors du confinement, par rapport à avant le confinement. Donc, on remarque que presque les 2 tiers de la population marocaine ne sentaient pas de changement lié de leur état de santé lié au confinement, tandis que 23% ils ont senti une détérioration, alors que presque 14% ils ont plutôt amélioré leur état de santé. Ça c'est un point positif. Maintenant, quand on regarde un peu le détail de certains indicateurs de l'état de santé, notamment l'IMC, la glycémie et la tension artérielle, qui étaient tous rapportés, autodéclarés, non mesurés. Donc, on remarque bien qu'il y avait une augmentation de certains facteurs plutôt positifs et amélioration de certains indicateurs, mais d'autres ont vu une détérioration. Par exemple, on remarque que le sous-poids avait légèrement augmenté. Et le poids normal, la fréquence des personnes ayant un poids normal a légèrement augmenté aussi, ce qui est une bonne chose. La fréquence des gens en surpoids ou obésité a légèrement diminué, bien que, bien sûr, aucune différence n'était statistiquement significative. Ça ne veut pas dire que l'association n'est pas là, la différence n'est pas là, mais plutôt, comme je disais tout à l'heure, lié à ce problème de puissance statistique peut-être. Par rapport maintenant à la glycémie, on a vu quand même une légère augmentation des chiffres de la glycémie durant le confinement par rapport à avant le confinement. Et par rapport à la tension artérielle, on remarque qu'il y a quand même une diminution des chiffres tensionnels systoliques et diastoliques durant le confinement par rapport à avant. Maintenant, par rapport à l'activité physique, presque 13%, je dirais entre parenthèses uniquement, des participants qui déclaraient n'ayant pas atteint le niveau requis de l'activité physique, et également pour la sédentarité, 13% aussi ayant déclaré qu'ils n'ont pas respecté la limite recommandée par l'OMS. L'étude de l'association entre les niveaux d'activité physique et les différents autres facteurs, montre que pour les facteurs sociodémographiques, on a remarqué que ce sont plutôt les femmes qui restaient actives durant la période de confinement, plus que les hommes. Ce sont aussi ceux qui ont des antécédents médicaux, qui ont quand même atteint le plus de niveau requis en termes d'activité physique durant le confinement par rapport à ceux qui n'ont pas d'antécédents médicaux. Par ailleurs, aucune association n'a été observée entre l'activité physique et ces différents facteurs, sexe, âge et antécédents médicaux. En ce qui concerne maintenant la sédentarité et les habitudes toxiques, là aussi on remarque bien que ce sont plutôt les non-fumeurs qui ont gardé un niveau d'activité physique recommandé. Les non-alcooliques aussi, c'est eux aussi qui ont gardé un niveau d'activité requis par rapport aux fumeurs et par rapport aux alcooliques, mais aucune association significative n'a été observée avec la sédentarité. Et peut-être une dernière diapo pour les résultats, ça concerne un peu la comparaison des différents indicateurs de santé entre ceux qui ont gardé un niveau d'activité physique tel que recommandé et par rapport aux autres. On remarque bien qu'il n'y a pas de différence statistiquement significative, bien que la puissance n'est pas suffisante pour faire quelques analyses pour certains indicateurs, mais on a remarqué quand même une petite tendance à l'augmentation de l'activité physique chez les sous-poids, ceux qui ont un IMC inférieur à 18,5, et chez les surpoids ou obésité aussi, on a remarqué une petite augmentation. Bon, c'est 2 chiffres, on ne peut pas interpréter ça comme ça, mais quand même, il y a une toute légère, il y a plus de glycémie élevée chez les personnes n'ayant pas atteint le niveau requis par rapport à ceux qui ont atteint le niveau requis de l'activité physique. Donc, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire, en tout cas, c'est la première étude sur l'activité physique au niveau de la population marocaine qui a été menée durant le confinement. En tout cas,
à notre modeste connaissance. Ça reste quand même des résultats très superficiels, si vous voulez, et descriptifs, et qui montrent que, en tout cas, l'activité physique quotidienne autodéclarée durant le confinement ne différait pas avec ce qu'on connaissait dans la littérature. C'est vrai qu'une des failles, c'est qu'on n'a pas malheureusement posé une question sur l'activité physique avant le confinement. Ça, c'était une des limites, mais quand on a comparé les résultats retrouvés lors de cette étude avec les données de la littérature, et qui sont là aussi très, très rares, on a trouvé quand même qu'il n'y a pas vraiment une grande différence entre ce qui se faisait avant le confinement et après le confinement. Un résultat aussi important, que je trouve important, c'est que ce sont plutôt les femmes, les personnes ayant des antécédents médicaux, les non-fumeurs, les non-alcooliques, les personnes qui ont des problèmes d'IMC, les sous-poids et l'obésité surpoids, qui sont les plus actifs, et ceci pourrait très probablement être expliqué par le fait que ce sont les personnes qui sont les plus sensibilisées, les plus soucieux de leur état de santé, et donc ils étaient encore plus soucieux lors du confinement, ce qui fait qu'ils ont essayé de faire attention à cette question d'activité physique pour diminuer un peu le risque. Et ça se montrait clairement sur l'impact du confinement sur l'état de santé, lorsqu'on a vu que quand même les 2 tiers n'ont pas vu de changement de leur état de santé, et quand même qu'il y a quand même un pourcentage de personnes qui ont vu améliorer leur état de santé. Ceci dit, ce sont des résultats qui restent préliminaires, qui nécessitent encore plus d'analyses stratifiées et ajustées, des analyses multiples que l'on fera, Inch'Allah, dans le futur proche, mais qui restent orientateurs quand même pour plus d'accent dans le futur. Bien que les résultats sont intéressants, mais il y a quand même des limites qu'il faudrait discuter. Parmi les principales limites, je cite ici le problème d'autodéclaration de l'activité physique, de la sédentarité et les autres indicateurs de la santé. C'est autodéclaré, ce qui veut dire qu'ils sont sujets soit à une ou à une surestimation de leur valeur, ce qui pourrait impacter le résultat final de cette étude. Une autre limite de l'étude, c'est l'usage d'un questionnaire, je dirais tout de suite non validé, parce que c'est vrai qu'on s'est inspiré de l'impact, et c'est vrai qu'on avait utilisé une version, je dirais, marocaine, qui a suivi la première étape de validation qualitative, puisqu'il a suivi toutes les étapes d'adaptation transculturelle telles que recommandées à l'échelle internationale. Mais ça a été fait avant le confinement, avec même la pandémie. Et on avait même commencé la partie quantitative pour évaluer les propriétés psychométriques de ce questionnaire. Malheureusement, on était obligé d'arrêter. Et donc, on était obligé d'utiliser le questionnaire, bien que le processus d'adaptation transculturelle n'a pas été achevé. Ceci dit, on a quand même pu relever pas mal de résultats, et quand même, il y a des choses qui pourraient être comparables avec les autres études qui ont utilisé l'iPad. Une autre limite, c'est la puissance statistique. Vous l'avez bien remarqué dans pas mal de rubriques, on a un faible effectif qui ne nous a pas permis de faire des analyses statistiques appropriées. Et une autre limite que je considère aussi importante, c'est la population que je considère auto-sélectionnée, puisque on s'est orienté vers les internautes, si vous voulez, donc les gens qui utilisent l'Internet. Et vous l'avez très bien remarqué à travers le descriptif que j'ai présenté, le jeune âge, les universitaires surtout, etc. Ce sont c'est une population qui est très sélectionnée, et qui avait quand même cette sélection, ces facteurs-là que je qualifie de facteurs sociodémographiques, avaient un impact positif sur leur état, plutôt positif sur leur état de santé, comme je l'ai montré dans les diapositives précédentes. Et d'où l'intérêt de ces résultats qui restent quand même intéressants, et qui soulignent encore une fois l'intérêt de ces facteurs socio-démographiques, leur intérêt dans l'amélioration des connaissances, et du coup la sensibilisation de la population par rapport à l'adhésion ou l'adhérence à un mode et un style de vie adéquat. Et donc ces résultats peuvent aider par la suite à concevoir et cibler des interventions
sur des groupes que je qualifierais plutôt plus vulnérables, qui ont un cumul des facteurs de risque socio-nutritionnels et comportementaux. Donc voilà, je vous remercie. Merci, chers collègues, pour votre intervention très, très importante. On a senti un peu La fatigue. comment dirais-je, non, pas la fatigue, voilà, la qualité d'épidémiologiste quand même. Vous avez encadré un peu votre travail avec toute modestie, surtout au niveau des limites qui sont très importantes. J'ai un vœu, avant de vous donner la parole à la discussion, j'ai un vœu, avec tous mes respects, Karima, j'ai un vœu que tous les consommateurs d'alcool ne sont pas alcooliques, parce que les qualifiés d'alcooliques, j'espère qu'ils ne sont pas encore à ce stade-là. Merci. C'est juste pour la fatigue, pour détacher, pour voilà, comment dirais-je. Donc, avec ces deux communications, ces deux présentations très, très importantes sur l'activité physique, on peut quand même débattre. La deuxième chose que je voudrais comment dire, c'est que pour comparer effectivement, et c'est Abdeltif aussi peut-être le mentionner, nous avons aussi mené notre étude à nous, ok, au niveau de notre université, et on a essayé de toucher 2000. On a vraiment bataillé, on a touché 2000 patients, enfin pas patients, 2000 sujets à travers tout le royaume. 2600, voilà, il vient de corriger. Donc, il y a quand même une base très importante pour comparer, soit avec l'étude algérienne ou marocaine. Nous n'avons pas communiqué ces résultats parce qu'ils sont tous en cours de publication par les doctorants. Donc, Inch'Allah, pour la prochain événement, on aura l'occasion de présenter les résultats aussi. Voilà. Nous avons fait deux parties. Une partie pendant le confinement de l'année dernière, une autre partie pendant le confinement et Ramadan, et une troisième partie après Ramadan. Très bien. Après confinement. Et les résultats sont en train d'être publiés maintenant, on les a traités. Tout ça. Très bien. Je crois. On va donc comparer avec l'Algérie, avec les études de Karima aussi. Oui, pourquoi pas. Toujours dans cet ordre d'activité physique et du sport, je vous annonce que la demi-finale va démarrer dans moins d'une heure. Donc, pour les sédentaires qui aiment bien regarder le match, un match chaud entre l'Italie et l'Espagne dans moins d'une heure. Donc, je vous demanderai aimablement d'essayer d'être un peu court pour synthétiser et finaliser cette belle rencontre. Donc, voilà, je vois les mains déjà. Donc, c'est une main de Fethi, je pense que c'est une ancienne main là. Fethi, vous avez levé la main ou bien c'est une ancienne main? Sinon, il y a Mourad. C'est une ancienne main. Donc, il y a Mourad avec sa nouvelle main, c'est ça? Mourad? Oui. Vous avez la parole ou bien vous oui, avez merci bien. Allez-y. Donc, moi, je voudrais féliciter donc, tous les intervenants. Franchement, il était nécessaire de nous réunir pour dresser un peu un bilan, même, je dirais, réduit, parce que la Méditerranée, il nous manque sûrement d'autres intervenants d'autres pays, mais en tout cas, on a fait le tour. Alors, pour finir, moi, personnellement, avec mes amis de la rive nord, c'est-à-dire les Français, les Italiens, les Espagnols, toute la population de la rive nord, je encourage donc surtout les scientifiques à promouvoir la nutrition sud-méditerranéenne. J'insiste bien parce que quand on voit la cuisine européenne, même si on voit qu'ils utilisent bien les ingrédients comme les épices, par exemple, mais ça n'a rien à voir avec les quantités que nous, on utilise. La consommation des produits laitiers, c'est la même chose. La consommation des poissons et surtout la sardine, elle est une priorité. Et donc, je suis pour encourager ce que j'appellerais, à partir de cette plateforme, le tourisme nutritionnel. Donc, j'invite nos amis du nord de la Méditerranée à venir au Maroc et dans les pays du nord de l'Afrique pour passer certaines périodes, pour changer un peu et améliorer leur microbiote, c'est-à-dire donner un bout pour booster leur microbiote à travers une semaine ou deux de consommation de produits de notre terre
Et je suis sûr, je mettrai, je dirais même la main sur le feu, que c'est une très bonne médication pour surtout les personnes à risque. Donc, bienvenue pour le tourisme nutritionnel ici au Maroc. Et je suis sûr qu'on devrait travailler sur cette formule au niveau de la Société marocaine de nutrition pour encourager ce volet thérapeutique nutritionnel parce que il est clair que l'homme, depuis l'existence de l'homme, il a toujours puisé tout ce qui est thérapeutique dans sa nature. Il n'y avait pas de médicaments comme ça purifiés et selon les nouvelles normes de l'industrie pharmaceutique, il y avait des produits naturels, depuis l'écorce d'un arbre jusqu'à la décoction d'une feuille ou l'utilisation d'une nutrition tout à fait saine et naturelle. Voilà. Donc, je vous remercie et je passe la parole. Merci. Mais avant de redonner la parole à l'autre intervenant, je tiendrai de faire aussi la même promotion que Mourad à propos du tourisme écologique au niveau de l'Afrique du Nord, qui est riche, non pas seulement en patrimoine, je dirais entre guillemets, alimentaire et gastronomique, mais il est aussi riche en espace écologique pour faire des randonnées et pour adjoindre l'activité physique, qui est un peu notre sujet instantané maintenant, à la diète méditerranéenne. Donc, je pense aux montagnes algériennes, aux forêts marocaines et tout ça. Vraiment, c'est très important pour redécouvrir la nature. Merci. Donc, je recherche les mains. Oui. Bon. Il y a une participation. C'est Hana Ahmed Tanir. Je crois la question, c'est Amine. Il dit que c'est toujours préférable donc d'obtenir des nutriments à partir d'une diète et d'éviter autant que possible de l'obtenir à partir d'une supplémentation. Amine. Oui, après, c'est ce que Didier avait bien expliqué ce point-là. Oui, l'alimentation, elle est extrêmement importante. Il faudrait déjà commencer par l'alimentation. Après, dans des cas de pathologie, des cas à risque qui présentent différents facteurs de risque, je pense qu'on serait pour la majorité tous d'accord pour dire que l'alimentation, c'est très bien, mais il faudrait voir qu'est-ce qui manque, est-ce qu'il y a des carences, est-ce qu'il y a des susceptibilité, etc. Et donc, ça, c'est important aussi. Donc, il n'y a pas une approche d'opposition ici, encore une fois. Jean-Michel l'avait bien expliqué par rapport à l'alimentation d'origine animale, d'origine végétale. Ça, c'est un clivage qui est complètement dépassé et qui ne sert à rien. Et également par rapport aussi à toutes les approches naturelles. Il n'y a pas d'ailleurs que la nutrition, la micronutrition, il y a aussi toutes les autres approches aussi de médecine fonctionnelle, les approches naturelles et même, pourquoi pas, la médecine conventionnelle aussi, lorsque c'est une indication, bien entendu. On n'est pas en opposition ici. Merci. Oui, bien sûr. Bien, je vois que Didier a écrit un message. On vous entend très mal, Monsieur Bourg, chers collègues, on vous entend mal. Je veux Didier, il a parti. Oui, il nous quitte, c'est bon. Oui, ce que j'ai dit tout à l'heure, ce que j'allais dire, c'est qu'il fallait profiter de l'occasion. Tout le monde était là tout à l'heure, mais on va essayer de faire réunion plus tard pour nos activités futures. Inch'Allah. Je pense qu'on finit la partie discussion. On finit la partie discussion, comme ça on se détache de Facebook tout à l'heure. On termine la présentation parce qu'on est encore en direct. Et ensuite, on va discuter de tout ça. Allez-y. Pas que j'ai un... Je risque de vous quitter. Ok. Je ne sais pas pourquoi. Abdelatif, tu coupes ton micro, Abdelatif. Tu coupes ton micro, s'il vous plaît. Oui. Ok, voilà, merci. Donc, on va continuer peut-être à discuter. Je vais demander une question personnelle à Leïla parce que Leïla, do you
Do you understand French, Leila? Or are you trying to scrounge to convey to understand, no, or do you understand? I'm trying to struggle, but it's okay. No, I don't understand French. Oh, okay. Right, okay. Let me just take one or 2 minutes to give you a whole picture of the last communications, okay? Yes. Well, there was a debate first about vitamin D, okay? Yes. Does everybody need it? I mean, has given us a nice palmarès about the role of vitamin D. It has a lot of tests in many directions, but the problem is that, do we all need it if we are affected with COVID? Or is it when we are affected severely? Is it a prevention? What are the cut-off points? Are all be the same for Mediterranean North, for the Mediterranean South? Talking about the 39 grams per liter. There's a lot of debate about this. Are we going to privilege animal sources for vitamin D versus plant sources for vitamin D, since there will be some intermediate phases in functioning for plant origins versus fish origins, which is directly metabolized and will give EPA and all DHA and stuff like that. This is our discussion was around this. Besides all the physical activity that Mrs. Karima and Ms. Professor Malika have given us a small picture, if I see, on what's going on during lockdown in Algeria and Morocco, especially in young people. And we saw that there is not too much change, especially in Algeria. I mean, things are going good in terms of food attitudes. I mean, there is not too much change, okay? People are still eating fruits, are still eating stuff like that. And in Morocco also. Do you have any question about all this whole picture? I mean, is there anything you want to understand or to give or to add? I actually, concerning vitamin D and vitamin D supplementation, actually I was convinced with Dr. Delarue answer that we have to maintain a normal serum level of vitamin D. Maybe what was suggested later on about supplementation to maintain the normal level, and whether it is it should be from animal or plant sources, maybe preferably if they go for physical activity, it will they can take some from the sun, and they can depend on fortified food sources. This can provide enough vitamin D in addition to supplementation, whatever it is. I also, for physical activity, I had a question regarding the last session. I don't know if I got it right because it was in French. Was the participant asked if they were taking blood pressure medication or anti-hyperglycemic agents? This is one question. Also, I had a question for Dr. Murad when he was recommending the intake of foods that are rich in lectins or magnesium or lactoferrin, like milk specifically. This was based on pharmacological studies that used, of course, pharmacological doses. These doses that gave this potential clinical outcome, are they available in food as in terms of food composition? So I mean, it's similar to phytosterols. You know, phytosterols we need like 2 grams per day, but this is not available in any food amount that we consume normally. So this was a big question that I had. Otherwise, yes, physical activity is important, and going on Mediterranean diet is important.
based on the benefits that we have seen through the presentations today. The first question is for Karima, Professor Karima. I think you have a question there, and she asked if your patient, not your patient, not your subjects, your interviewee, because you did remark, you noticed that people who are sick or having some health problems are mostly motivated to do some exercise. Yes. And then the question was, are they taking any medications or not, especially high tension subjects? We have asked them if they have or not some medical problems. About medication, frankly, we didn't ask them about if they take or not medication. But obviously, they are very sensitive to their own health. That's why they are more active than the others who didn't have any medical problems. Yes, because it might be after the indifferent. You had no significant difference, as I noticed from the table. Yes, unfortunately, we have so this might be. Yes, we have low statistical power, unfortunately. Yes. Yes. Thank you. Morad, the next question is for you. Do we have listings? Do you have any this nice molecules that you said that you are advised to recommend to take? Do you have them in our food? Do you have them in our Mediterranean food? Do you have them in some processed food probably? I meant pharmacological doses. Enough amounts. Enough amount. Okay. To give the same effect as the pharmacological. Yeah, to have a pharmacological effect. Yes. Are you talking about melatonin? No. That was my question is about lectins and lactoferrin and magnesium. I'm sorry. I have difficulty to understand. Morad, she's talking about lectins and others. Lectins. About? Lectins. Ah, lectins. Very good. Yes. Very good. Very good. Okay. Lectins have two main use. One is the diagnosis of tumors because their biochemical property is to bind glycoproteins. In some tumors, there is an expression of special glycoproteins on the cell surface. So lectins are used for diagnosis. But on the other hand, there is a huge amount of data about the antiviral effect of lectins. There are many lectins that Morad, the question is, do we have enough of those molecules in our food? Yes, of course. I am coming to that point. Now, sorry. Go ahead. Yeah. So now, most of the lectins that you are using in biochemistry or even in clinical studies, the last one I would call the use of a lectin in a clinical study against HIV infection. And the idea behind this is that the lectin play a role of a fishing. They bind the glycoproteins of proteins of the surface of the virus. Now, where are these lectins in our food? Most of the legumes, like fava, like beans, like many plants, like nyctaba, like tobacco, like tea leaves. So when you consume tea every day, you are consuming nyctaba. Now, the using nyctaba should be studied in a pharmaceutical way. And I suggested for that to be used as
a local use. I mean, at the level of the nose or the mouth, okay? And basically, the idea behind this is to trap or to grab the virus before it infects the cell. So it is an open project. I mean, people in our culture in Morocco, Algeria, and also in Northern Europe, they used a special tobacco in the mouth, behind the tongue or behind the lips. And that is, for me, a possible way to prevent the infection through the coronavirus, because it's kind of local application, okay? But the studies are open. I mean, no study has been carried out to demonstrate this. But in my hypothesis, the lectin found in tobacco or in tea or in our regular food, daily food, they play a role in preventing many bacteria, many virus binding to the cells. So thank you, Murad. Thank you. But I have a question in regards of lectins. What about the pro-inflammatory effect of lectins, especially in gout? For example, some studies shows problematic effect of lectins in leaky gut, syndrome de l'intestin perméable. Also, lectins in increasing histamine by inducing mastocytes. Also, lectins as an anti-nutrient, reducing the absorption of some nutrients, such as some minerals, for example. What about this? The only drawback that I am aware of so far about using the lectins is the problem of mitogen activity, because remember the PHA, the phytohemagglutinin. Phytohemagglutinin is used as an activator of T cell growth. Okay, so the other problem is possible problem of antigenicity. I mean, taking the lectin could maybe induce a kind of immune response. So the immune response plus the mitogen activity have drawn back the use of lectins in clinical trial in many ways. The other and third very important point is the molecular weight. Very few lectins have less than 12 kilodalton. Most of the lectins, they are huge glycoproteins. So there is no way to use them, let's say, other than locally. So in my point of view, lectins should be used locally and not systematically because of these problems. I mean, if you put lectin in the nose, it's almost like a synthetic product. I mean, the only goal of this application is to grab the virus. So putting lectin either as a purified product or either as an extract from a plant like tea or like tobacco, and you put it in the mouth, it is a very good way to grab the virus without having the possibility to go into the bloodstream. Yes, thank you. I'm okay with this. I have another question, and I think this is about glycosylation. You talked about glycosylation in the pathophysiology of COVID-19. What do you think about beta-glucans? Beta-glucans, especially beta-1,3 glucans that we can find in pharmacological quantities in mushrooms like Ganoderma lucidum or reishi,
Ganoderma lucidum is the same, reishi, shiitake or cordyceps, etc. It's a very good alternative that I have written about. You can find these references in my literature. I propose as one more perspective or alternative treatment is like a simple sugar like D-mannose. You know that D-mannose is used in biochemical work to purify glycoproteins. I mean, when you have glycoproteins fixed on a column, then they are released through the addition of D-mannose or another sugar. So, in other words, the infection by the virus could be hampered either by simple sugars like mannose or N-acetylglucosamine, but also with some kind of oligosaccharides. And the oligosaccharides, they are mentioned in my presentation. Murad, just one more interesting. Just one word. Okay. Just one more interesting remark is that when we use heparin as an anticoagulant, the heparin is not working only as an anticoagulant. It is working also as an inhibitory factor against virus binding to the cell, because the virus binds to the heparan sulfate on the cell. That's the way now it infects the cell, not only through its binding to the receptor ACE, but also through its binding to heparan sulfate. Donc, heparin and fractionated heparin have a role to prevent the binding of the virus onto the cell.